Bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Pour cet épisode, la qualité de l'audio est un peu moins bonne que les précédents. C'est juste lié à un problème technique qu'on a eu lors de l'enregistrement. Veuillez m'excuser pour ça. Aujourd'hui, je discute donc avec Anaëlle Malherbe. Après avoir passé son diplôme de psychologue, elle a enchaîné avec un DU en préparation mentale. Aujourd'hui, elle travaille à la cellule performance de l'INSEP en plus d'une activité libérale. Dans cet épisode, on parle donc de la préparation des JO de Tokyo et de Paris, de la symbolique de la blessure et de la gestion de la réussite chez les femmes. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur No Minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Anaëlle. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour le podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux revenir en premier un peu sur ton parcours en tant que sportive et après les études qui t'ont mené à la psychologie et à la prépa mentale ensuite ? Oui. Écoute, moi, mon parcours sportif, je viens du judo et j'ai fait, ça a été vraiment mon sport principal pendant des années jusqu'à ce que je me blesse et que je sois pour le coup obligée d'arrêter du jour au lendemain. Et puis maintenant je reste sur les arts martiaux, mais je pratique plutôt la boxe thaï. Donc voilà, je change un peu de dynamique. Et par rapport à mon parcours, j'ai fait l'école des psychologues praticiens sur Paris. Donc c'est une école qui est sur concours et qui permet de rentrer directement dans le vif du sujet, dans le sens où tu es déjà en alternance dès la 3e année et tu as déjà des stages dès la première année avec énormément de champs de la psychologie qu'on apprend et qui du coup m'ont permis d'avoir un certain nombre d'outils. J'ai pu partir au Québec pour intervenir là-bas aussi via mon école au final. Et j'ai travaillé dans pas mal de domaines différents. J'ai bossé avec les ados. J'ai travaillé aussi dans les cabinets de conseil en entreprise parce que au départ je trouvais pas forcément. Et puis j'ai travaillé dans les risques psychosociaux, le psychotrauma et tout ce qui est psychologie du sport. Donc c'est en fait au final différentes briques de mon parcours qui me permettent d'intervenir de manière différente avec les personnes que j'accompagne maintenant, que ce soit sur la performance, mais aussi des fois des problématiques professionnelles ou personnelles. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à la performance au sens large, tu vois, aussi bien dans le pro que dans le sport ? Qu'est-ce qui t'a fait pousser dans ce champ-là ? En fait, j'ai allié deux choses que j'aime, c'est-à-dire le sport et la psychologie. Le fait d'avoir travaillé en psychotrauma et j'ai beaucoup travaillé pendant les attentats, donc Charlie Hebdo ou même tous les attentats qui sont passés sur Paris qui ont été assez difficiles. Et le fait de travailler sur ça tous les jours pendant cette période-là, émotionnellement, c'était aussi assez impactant. Et je me suis dit que j'avais envie de travailler aussi sur des choses qui étaient positives. Et en psycho, on est souvent sur ce qui va pas, et je trouve que c'est bien aussi d'aller sur ce qui va. Et le fait de travailler dans le sport en parallèle, ça m'a encore plus donné envie de prendre plus de temps sur cet aspect-là. Et puis, le côté performance, je trouve que il est intéressant dans le sens où, on va dans cette optique de comprendre comment le cerveau il fonctionne, comment on prend des décisions, comment on gère des émotions. Tout le monde est différent, tout le monde a un bagage ou une histoire qui lui est propre. Et je trouve toujours intéressant et challengeant de se dire, voilà, comment je peux optimiser les choses pour être encore plus performant dans ma vie sportive ou dans ma vie de tous les jours. Et donc, du coup, voilà, j'ai imbriqué ces éléments pour bosser on va dire en psychologie de la performance aussi avec les athlètes olympiques. Et justement, quand tu travaillais notamment sur les attentats à Paris, en même temps tu continuais aussi l'INSEP à côté ? Exactement. En fait, au départ, j'avais pas un temps plein à l'INSEP. J'étais sur des vacations au tout début. C'était quand même assez précaire au départ. Et mon optique, c'était de travailler davantage sur l'INSEP, mais voilà, ça prend aussi un petit peu de temps et ils ont développé des postes. C'est aussi pour ça que j'ai pu par la suite aussi être à temps plein. Et donc, du coup, le fait de bosser en psychotrauma, ça a été
comment dire, à la fois je voulais développer ma clinique, à la fois c'est un sujet qui m'intéressait parce que je trouve que c'est très complexe et pouvoir aider des gens. Et tu vois, il y a des moments où je me suis retrouvée dans des situations où on avait des astreintes avec des appels de crise, avec des gens qui étaient en pleine crise suicidaire, et je me rappelle d'un patient qui appelle et qui a la corde au cou. Et du coup, tu es obligé de négocier et de faire en sorte que, au final, la personne redescende, qu'on puisse faire un entretien, appeler les pompiers, etc. Enfin, dans des situations très challengeantes aussi, moi, au niveau professionnel et j'ai envie de dire au niveau humain. Et, euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi comprendre, développer, et puis des fois avoir l'impression que mine de rien, tu sauves des vies parce que t'en as qui te font aussi ce feedback-là, que voilà, si t'avais pas été là au bon moment et de la bonne manière, c'était plus complexe pour eux. Voilà, c'est des choses qui m'intéressaient. Après, je suis partie dans tous les sens, donc je suis peut-être allée en dehors de ta question. Non, c'est hyper intéressant. Et justement, alors j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est comment, à titre perso, tu gérais le fait voilà, de soigner, de traiter des gens qui te parlaient vulgairement de se foutre en l'air et tout ça. Et comment après tu basculais sur un athlète qui t'explique que lui, son but, c'est d'être le meilleur et d'aller chercher l'or olympique. Et comment tu arrivais à switcher entre ce désir voilà, de mourir et ce désir d'aller chercher le Graal, entre guillemets. Comment, tu vois, ça doit être super galère à basculer. Je sais pas, le matin tu fais ça, l'après-midi tu fais ça. Et toi, comment tu le gères? Comment tu arrives à switcher entre les deux? Et est-ce que, euh, plus largement, est-ce que dans votre profession, tu sais, il y a des tours de table avec plusieurs psychologues et peut-être une psychologue qui donne la parole à certains d'entre vous? Et est-ce que vous abordez ça entre vous pour débriefer certaines situations? Alors déjà par rapport au switch, au final, le fait de changer d'espace, de changer de lieu de travail, moi ça me permet de vraiment basculer de l'un à l'autre. Et du coup, j'avais des jours aussi bien définis à l'INSEP et des jours bien définis en psychotrauma. Euh, je pense que j'ai cette capacité à aussi naturellement switcher, être à fond dans ce que dans les missions que j'ai, enfin en tout cas dans ce que je dois faire à l'instant T. Ça fait peut-être partie de la perte d'ailleurs. La deuxième question, c'était C'était, est-ce que, en tant que psychologue, vous avez des tours de table, tu sais, pour débriefer des situations tout ce entre qui est vous? intervision. Alors en fait, ça c'est au choix, c'est-à-dire que tu as certains psys qui décident de continuer à travailler sur eux et donc du coup qui font un travail thérapeutique avec un autre psy. T'en as qui font de l'intervision, la supervision. Donc intervision, c'est quand tu es avec un groupe de pairs et justement on va partager par rapport à une situation donnée pour aussi avoir le feedback de nos collègues. Et supervision, c'est plus, on va dire, un psy un peu expert qui t'aide pour réfléchir sur ta pratique. Moi, ce que je fais au final, c'est que je suis à la fois sur un travail sur moi, parce que je pense que c'est important en tant que psy de bien se connaître et de savoir à quel moment tu parles de toi et à quel moment tu parles de l'athlète, par exemple. Et j'ai commencé à mettre en place un peu d'intervision avec des collègues, donc c'est plutôt un groupe informel où justement l'idée c'est qu'on puisse échanger sur nos pratiques, sur nos outils et puis des fois sur les challenges. C'est super et je te rejoins pleinement quand tu dis que se connaître soi-même, surtout quand on est censé aider les autres, c'est une certaine base, quoi. Parce que si toi, t'es pas sûr de toi, tu sais pas où tu vas et entre guillemets, t'as plein de failles, ben, c'est compliqué après d'arriver à aider les autres. Et à quel moment, donc là, on parlait surtout de psychologie, du sport, à quel moment tu t'es formé en prépa mentale et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ce que tu avais fait en psychologie? En fait, je me suis formée en 5e année, donc en même temps que je faisais psychoprate et j'ai commencé à bosser sur l'aspect psycho du sport avec du coup mon ancien maître de stage à cette époque-là et maître de mémoire. Et donc du coup, j'ai abordé tout ce qui est aspect motivationnel auprès d'athlètes de haut niveau, du judoka ceinture noire et d'entraîneurs, parce que je voulais comprendre aussi ces mécanismes-là au niveau conscient et inconscient.
Et du coup, c'était aussi en rapport avec mon sport. Donc, mon mémoire a duré 3 ans, donc on est quasiment sur un mémoire thèse à psychoprate. C'est assez intense. Et ça m'a énormément plu. Et donc, du coup, quand je suis sortie de psychoprate, j'ai fait un DU pour me former justement à la dimension mentale. Et plutôt voir un peu les outils en prépa mentale, parce que sur l'aspect psy, on est sur des choses qui sont assez simples. Et quand tu as déjà 5 ans de cursus, on n'apprend pas non plus énormément. Et après, au final, c'est vraiment la pratique qui m'a permis de développer les outils en préparation mentale, parce que je trouve que c'est important d'avoir ce type de diplôme. Tu as des outils, tu as une meilleure compréhension de l'individu et même du collectif. Mais quand je me suis retrouvée sur le terrain, ce que j'avais appris était quand même assez théorique. Et du coup, pas forcément avec des choses très concrètes à mettre en place pour accompagner les athlètes. Donc, c'est vraiment le terrain qui m'a, moi, aidé à me former et à développer mes propres outils sur la dimension mentale. D'accord, super. Et est-ce que tu peux nous dire un mot justement de ton mémoire sur la motivation et qu'est-ce que tu as expérimenté, qu'est-ce que tu as trouvé là-dessus? Ça remonte à un paquet d'années. En fait, ça m'a permis de pas mal de choses, d'identifier les différentes motivations intrinsèques et extrinsèques que tu peux avoir, donc les différents degrés, on va dire, sur ce continuum, sachant que tu as des motivations qui sont des fois plus liées aux sensations, au dépassement de soi, à la connaissance, etc. Et donc pour moi, c'est une grille de lecture dès mon premier entretien avec les athlètes que j'accompagne, ou même les patients, on va dire, que j'accompagne. Oui. Et d'un point de vue plus inconscient, ça m'a permis de, par exemple, identifier comment dire, t'as certains qui sont allés sur on va dire sur du haut niveau, que ce soit compétition ou même technique, parce que tu peux avoir un certain nombre de dan au judo et sans forcément faire beaucoup de compètes, mais tu es plutôt sur le versant martial en fait. Dans le lien avec l'entraîneur, tu vois, sur une identification un peu plus inconsciente à l'entraîneur, avec une figure un petit peu paternelle pour certains. T'en as, il y a beaucoup de judokas et je m'inclus dedans parce que je pense que j'étais comme ça avant, plutôt timide. Et du coup, le fait d'être directement dans le contact à l'autre et dans un des rares sports où tu es aussi en contact physique, ça crée aussi d'autres enjeux et ça permet de développer une certaine confiance en soi, ça permet de développer une communication qui est différente, un rapport à soi qui est différent. Et je pense qu'en fait, tous ces ingrédients-là permettent aussi à certains de continuer à pratiquer parce qu'ils ont ces bénéfices inconscients. Et vraiment, le rapport à l'autre, je pense qu'il est différent dans des sports où tu touches au final que dans des sports où tu es beaucoup plus distant. Et je le vois aussi dans les profils de sportifs avec qui je travaille. C'est pas la même chose de travailler avec l'escrime que de travailler avec, je sais pas moi, du basket, du foot, du hand, du judo, de la boxe. Même si chacun est différent, tu as quand même, je pense, des motivations, personnalités qui fit ensemble. Ça veut dire qu'il y en a, notamment on va dire dans les sports de combat ou de contact, mais plus de combat, t'en as, on va dire, qui sont motivés par le fait de cet aspect accrocher, tenir, on va dire, j'allais dire agresser, c'est pas le mot, mais se battre contre quelqu'un. Et il y en a qui sont plus, qui préfèrent entre guillemets la distance et quelque chose de plus entre guillemets cérébral. En fait, par exemple, si tu prends le judo, il y en a certains qui, quand ils sont dans une quête de dépassement de soi, vont chercher à aller au bout de leurs limites physiques et mentales, mais aussi, comment dire, en fait, c'est un peu complexe parce que c'est très imbriqué, et qui du coup vont chercher par exemple à trouver plein de petits trucs techniques pour être encore plus efficaces sur leurs spéciaux, par exemple. T'en as d'autres qui vont vraiment faire du judo parce qu'ils aiment les sensations que ça procure, mais comme un nageur, un nageur qui demande, le lien avec l'eau fait que ça procure des sensations qui sont différentes que tu trouves pas dans des sports terrestres entre guillemets. Donc
En fait, tu peux trouver énormément de choses différentes. Un athlète de très haut niveau, tu en as certains qui aiment le côté concurrence, adversité, Mm. être le meilleur. Tu en as qui aiment le fait de se voir lui-même évoluer, certes en concurrence avec les autres, mais d'aller chercher des étapes ou comment dire, des éléments encore plus poussés sur l'aspect technique, tactique, physique, mental, Mm. hygiène de vie. T'en as, il y a le côté ambiance qui peut aussi jouer, par exemple sur des sports co, le fait Vestiaire, ouais. d'être avec les coéquipiers, mais qui sont aussi des copains, etc. Mm. Enfin, t'as au final, plein d'ingrédients différents, et je pense que on se développe avec notre sport, mais le sport nous développe aussi dans notre personnalité, enfin dans notre construction aussi psychique. Carrément. Tu suis aussi pas mal d'athlètes justement qui vont participer au JO de Tokyo dans quelques mois. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel type de suivi tu fais avec ces athlètes et comment ça s'organise à très peu de mois, on va dire, de l'échéance? Alors, ce qui est complexe, c'est que il y en a avec qui je travaille depuis au moins, enfin, tu vois, le début de l'Olympiade, et certains avec qui j'ai travaillé même pour Rio, Ouais. où tu as eu un laps de temps d'arrêt et puis ça a Mm. repris par la suite. Donc ça fait des années qu'on travaille ensemble et on est sur des choses extrêmement fines, Mm. sur la connaissance de soi, mais aussi sur l'optimisation de la performance. Par exemple, prendre les décisions au bon moment, gérer l'incertitude, la relation avec l'entraîneur pour que ce soit aussi quelque chose de positif et d'optimal, sur réussir à switcher pour basculer d'un état émotionnel à un autre. Mm. Et t'en as d'autres qui, là, sont en train d'arriver à très court terme. J'ai dit à mon chef, c'est que fallait aussi qu'on fasse attention aux messages qu'on véhicule, parce que quand tu viens 3 ou 4 mois avant les Jeux Mm. Olympiques, il n'y a pas de baguette magique. On va pas tout réinventer. Donc, on va cibler un objectif ou une priorité pour que, voilà, ils progressent là-dessus et ils s'approprient certains outils. Mais je trouve que c'est très, très court terme, Mm. et il y en a certains où bientôt, enfin, pour moi, l'idée, c'est même de dire non, tu vois, en termes d'accompagnement, en disant, voilà, on va faire X séances, Mm. ça suffit pas pour pérenniser la dynamique. Donc, c'est pas du tout la même manière de travailler quand ça fait 4, 6 ans que tu travailles avec un athlète, ou quand c'est 3 mois avant une Mm. très grosse échéance comme les Jeux Olympiques. Mm. Et par rapport au Covid et au fait que les JO étaient reportés d'un an, est-ce que tu as vu, toi, justement, par exemple, sur les athlètes que tu suivais depuis longtemps de ça, est-ce que tu as vu des stress ou des pathologies ressurgir avec ce fait de se préparer pour un objectif, que le truc soit annulé, qu'il soit reporté, mais que, tu vois, pendant des mois, on se demande toujours comment ça va se tenir, etc. Est-ce que tu vois des trucs ressurgir? La gestion d'incertitude, elle est assez complexe, surtout qu'on n'a pas tous les éléments pour préparer les jeux. Mm. Ça change tous les jours, donc voilà, ça demande beaucoup de capacité de résilience, capacité d'adaptation, et de gestion des émotions aussi. Après, il y a des affects dépressifs qui sont ressortis, notamment pendant le premier confinement, avec pour certains beaucoup d'anxiété. Ouais. Euh, des manques de motivation, ou le fait de re-questionner aussi le sens de leur engagement. Donc, j'ai envie de te dire, on va être sur principalement ces éléments-là. Après, il y a eu peut-être, mais pas avec les athlètes que j'accompagne, mais j'ai des collègues qui ont travaillé sur des fois certains troubles addictifs sur cette période. Mais voilà, on est sur des choses entre guillemets assez classiques au niveau psychique. Tu vois, on n'est pas sur de la schizophrénie ou sur une décompensation psychiatrique. On est voilà sur des éléments assez classiques, et au final, avec l'accompagnement, moi sur un certain nombre d'athlètes avec qui je travaille depuis un certain temps, ils l'ont plutôt bien vécu, le confinement. Mais parce que ils avaient déjà les ressources, et parce que Mm. je pense que le travail en continu leur a permis de s'adapter différemment, et peut-être de positiver certains axes pour prendre ce temps-là, un an en plus, pour travailler plus de choses sur leur sport, mais aussi peut-être au niveau des études, au niveau familial, au niveau personnel, etc. Et est-ce que du coup tu penses que
ces athlètes-là qui avaient travaillé et de manière plus large, peut-être les athlètes avec les meilleures capacités d'adaptation ou de gestion des émotions, ils seront entre guillemets favorisés sur Tokyo par rapport à d'autres qui ont entre guillemets subi ce décalage et qui ont subi cette année en plus, on va dire, de préparation? Ce qu'ils ont mis en place sur la dernière année, clairement, ça va jouer, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ceux qui ont peut-être moins travaillé, ont été moins rigoureux à l'entraînement, ça va se voir sur le bilan final, hein, c'est sûr. Après, c'est pas parce que tu as eu une période de quelques semaines avec peut-être beaucoup d'anxiété ou quelques troubles dépressifs que t'es pas en capacité par la suite à être performant. C'est compliqué de répondre à ta question, mais je pense que ça dépend aussi vraiment de ce qu'ils ont produit après sur le terrain. Et donc, vu que tu suis des athlètes olympiques, t'en as que tu suis qui vont sûrement faire Tokyo et qui vont viser Paris. Et comment tu gères justement cette premier objectif qui arrive très vite là et l'objectif de rester motivé pendant 4 ans ensuite de préparation pour aller jusqu'à Paris, pour performer à Paris? Là, on est tellement sur du court terme. Tu vois, même, ça paraît bête, mais les annonces du président, des fois, t'allumes la télé et puis, ah bah voilà. Il y a tout qui change. Donc, on est vraiment à très court terme. C'est-à-dire que tu en as certains là qui sont rentrés de compétition, ils sont qu'à contact, donc du coup, ils peuvent pas jouer et tout est reporté. D'autres, je pense au judo, qui étaient partis en compète, ils étaient déjà sur place à l'hôtel et du coup, il y a eu 3 cas positifs. Ils ont même pas eu la possibilité de faire leur compète, ils sont rentrés. Enfin, donc là, si tu veux, on est déjà sur du très court terme et justement dans l'idée de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient plus maîtrisables et les aider jusqu'à Tokyo. Paris, on va se projeter et on se projette pour que justement l'après Tokyo reste positif et que du jour au lendemain tout ne s'arrête pas. Mais pour le travail sur la performance, ça viendra dans un deuxième temps. Pour ceux qui font Tokyo. Pour ceux qui sont déjà dans une projection Paris parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés ou parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes, voilà, on prend le temps de construire les choses. D'accord. Donc pour ceux qui font les JO à Tokyo, c'est objectif, j'allais dire objectif performance, mais c'est objectif les JO de Tokyo et que ça, et voilà. Et pour les autres, c'est soit ils sont sélectionnés pour Tokyo, mais soit c'est Paris, et du coup tu prépares entre guillemets les 4 prochaines années plus tranquillement, où tu as le temps de préparer, quoi. Bah, du coup, ceux de Paris, si en effet ils font Tokyo, on met énormément de choses en place pour qu'ils soient justement efficaces sur Tokyo et le débrief nous permettra de d'échelonner les différents axes de travail pour Paris. Ceux qui sont que sur Paris, en effet, on a quand même plus de temps parce qu'on a 3 ans et demi maintenant même quasiment 3 ans des Jeux, donc t'as plus le temps de construire les choses. Et quand tu dis échelonner les axes de travail, c'est que, on va dire, tu te dis, sur une année, on va bosser sur, j'en sais rien, mais par exemple, gestion du stress. Quand ce sera acquis, on passera sur gestion des émotions et un truc comme ça. Ou est-ce que tu travailles un peu tout en même temps, ou est-ce que justement, tu as une ligne directrice, c'est quelque chose de temporel? Non, moi, en fait, je définis le besoin avec l'athlète. On tient un premier film et quand par exemple on travaille sur la gestion du stress, ça permet aussi d'avancer sur tes capacités attentionnelles, sur la confiance en soi, etc. Donc le fait de tirer le fil, c'est souvent ce que je leur dis, hein, il y a d'autres choses qui vont se dérouler et tu travailles sur d'autres habilités mentales en même temps. Et après, en fait, je marche beaucoup par les accompagner pour qu'ils automatisent et qu'ils s'approprient certains outils quand on est vraiment sur la préparation mentale. Et ensuite de faire le point par rapport aux compétitions. Donc tu vois, je suis pas forcément, 1 an pour travailler sur une habilité, c'est très long. Mais je suis vraiment aussi pour débrief et voir où ils en sont et en fonction on adapte et on va un petit peu plus loin sur certains
certaines habilités ou parfois on peut justement changer d'habilité ou travailler sur l'aspect perso, sur le double projet, etc. Donc ça va aussi dépendre de ce qui se passe dans leur vie et à l'entraînement et en compète. Et après, au final, c'est comme certaines qualités physiques. Est-ce que tu vois certains athlètes de haut niveau qui ont déjà des compétences hyper aiguës et hyper fortes sur certaines habiletés mentales et où tu dis, ben, là, il est très fort, là, il est très fort, là, il est très fort. Par contre, on va dire que son point faible, il est là et du coup, il faut vraiment qu'on bosse là-dessus pour le remettre à niveau par rapport au reste. T'en as certains en effet qui ont des prédispositions et qui sont, par exemple, qui arrivent à très bien gérer le stress et qui sont voilà, plutôt calmes et sereins dans des contextes où il y a beaucoup d'enjeux. Et donc du coup, si tout est OK là-dessus, on va pas forcément le travailler. Et donc on va en fait, pour moi, il y a deux dynamiques. Soit tu travailles sur des choses à pallier, entre guillemets, mais dans un deuxième temps, c'est aussi de travailler sur des choses à optimiser. Et donc il y a des choses qui fonctionnent bien, bah, c'est justement de pouvoir aller encore plus loin pour qu'ils soient encore, on va dire, meilleurs sur ces éléments-là. Et alors donc, pour on va dire les kinés, les coachs, les prépas physiques qui s'occupent de patients ou d'athlètes ou de sportifs blessés, est-ce qu'il y a des choses auxquelles nous qui sommes à côté, on va dire, de ces athlètes-là quand ils sont blessés, on doit faire plus particulièrement attention? Est-ce qu'il y a des tips, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent à l'esprit quand on parle d'athlètes blessés comme ça auxquels on doit faire attention? Bah écoute, je pense que il y a pas mal de choses qui sont importantes à prendre en compte. Euh, c'est de comprendre l'un des éléments que je travaille pour le coup, moi, c'est de comprendre si on est sur une blessure qui est purement physiologique ou qui est psychologique. Parce que du coup, c'est pas du tout la même manière enfin, je pense, d'accompagner l'athlète dans ce type de situation. Et du coup, le lien avec le corps médical est très important parce que moi, je suis pas médecin, je suis pas kiné, donc je suis pas en capacité à avoir, même si j'ai beaucoup de notions en physio, parce que j'ai voilà, des choses qu'on travaille beaucoup en psycho, je suis pas experte là-dedans. Et donc, du coup, cette information-là va être très importante pour adapter le travail. Après, c'est pas la même chose d'avoir une blessure où tu as 3 semaines d'arrêt ou les croisés où tu as 9 mois. Et donc, du coup, forcément, en 3 semaines d'arrêt, on est assez vite sur la projection par rapport à la suite. 9 mois, tu vas rééquilibrer les domaines de vie, travailler sur bah, cette fameuse symbolique s'il y en a une. Il y a des affects dépressifs, il peut y avoir des baisses de motivation, etc. Et donc, du coup, c'est d'aider l'athlète à passer ces différentes étapes et ensuite à bien reprendre. Parce que des fois, ils ont le feu vert quand je dis du médical, c'est large, hein. Et du coup, ça repart bien en tête, alors que bah, il y a le feu vert, mais de manière échelonnée. Et donc, du coup, déjà de reprendre certains repères, d'adapter la préparation physique, etc. Après, à l'INSEP, on a la cellule de réathlétisation qui est au final dans mon service. Donc, je travaille beaucoup avec eux et on fait énormément de liens ensemble pour des fois adapter les prises en charge. Je fais un peu d'hypnose, par exemple, sur la gestion de la douleur ou sur les appréhensions de reblessures. Et après, je demande aussi aux collègues, bah, dans les exercices, comment ça se passe sur le terrain, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il y a encore un peu d'appréhension, etc. Pour adapter les objectifs. Et le lien avec l'entraîneur est aussi très important. Et là, on a développé un protocole justement pour, à partir du moment où ils rentrent en réathlétisation, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait la kiné, et ils sont dans un processus où ils sont plus prêts à reprendre, on va dire, ils sont plus en train de faire la prépa physique, etc. Bah, de voir justement différents indicateurs au niveau psychologique pour identifier qu'est-ce qui est OK, s'il y a des axes de travail, faire un feedback au staff médical avec les éléments qu'on peut transmettre, avec l'accord du sportif, pouvoir faire un feedback à la sortie aux entraîneurs
pour justement leur dire bah là tout est ok, ou peut-être petit point de vigilance, il y a une appréhension de reblessure, donc tu fais le mouvement, un peu plus de pédagogie, etc. Donc tu vois, sur un processus large. Et justement, tu parlais notamment de séances d'hypnose sur la gestion de la douleur comme ça. Est-ce que ça t'est arrivé de faire des séances vraiment communes avec, par exemple, l'athlète et autour, par exemple, le kiné, toi et l'entraîneur, par exemple, et tu vois, chacun bosse avec l'athlète, entre guillemets, un quart d'heure, et à chaque fois, vous questionnez, ben ouais, ben pourquoi tu lui fais faire ça à ce moment-là? Toi, l'athlète, qu'est-ce que tu ressens? Tu vois, est-ce que vous avez des séances vraiment où vous êtes tous autour de l'athlète et à échanger? Alors, je le fais avec les entraîneurs, mais sur l'optimisation de la performance. Donc, c'est pas forcément un athlète qui est blessé. Il peut, mais pas forcément. Je le fais avec les collègues de la réathlée parce qu'on est déjà dans un processus de reprise. Et avec le staff médical, en fait, je fais directement le point avec les médecins quand il y a des points de vigilance, et des fois on fait des staffs où l'idée c'est d'avoir tout le monde autour de la table. Mais vu que je suis plutôt sur le versant performance, tu vois, il y a des moments où je peux aussi orienter aux collègues la prise en charge des athlètes parce que justement je suis plus au médical, j'étais au médical avant à l'INSEP, maintenant je suis au pôle performance. Et donc c'est vrai qu'il y a des fois un peu moins ce travail-là parce que on est performance, ouais. exact. De l'autre côté. Et je reviens sur quelque chose que tu as dit sur la blessure purement physiologique ou psychologique et la symbolique. Comment toi tu arrives à déterminer, on va dire, où tu mets le curseur entre purement physiologique et purement psychologique? Est-ce que tu as un bilan ou une grille de lecture en fonction des mots qu'il va te dire? Et comment tu dis, ah ben oui, ben là on est pile entre les deux, là c'est purement physio ou purement psycho? Il n'y a pas de test ou tu vois de grille de lecture comme ça. En fait, systématiquement, je vais chercher quand même l'info au niveau on va dire, du corps médical ou des collègues de la réathlée en fonction où situe l'athlète dans le processus de reprise, pour avoir cette information-là physiologique. Et après, je questionne aussi beaucoup les athlètes sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des bénéfices à être blessé parce que j'ai plus de temps pour me préparer ou pour récupérer. De voir aussi si des fois il y a des difficultés relationnelles parce que tu as des blessures qui peuvent être, entre guillemets, liées à des ruptures relationnelles aussi, que ce soit avec l'entraîneur ou que ce soit avec le petit copain ou la petite copine. Donc, du coup, ouais. Et puis, tu as des parties du corps qui peuvent avoir certaines symboliques. Tu vois, je pense aux genoux, J-E-N-O-U-S ou G-E-N-O-U, peu importe, mais on est souvent sur des fois des aspects un petit peu plus relationnels. Après, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai que dans les faits, quand on questionne et qu'on élargit, souvent, il y a des choses qui sont pas complètement OK. Pareil entre des fois le côté un peu plus masculin, féminin, etc. Mais je m'en sers comme, comment dire, un peu en toile de fond pour avoir une idée de l'aspect plus inconscient là-dessus. Mais je vais toujours voir aussi au niveau de l'athlète ce qui lui parle ou ce qui lui parle pas et l'aider à verbaliser pour comprendre justement la symbolique. Et toujours par rapport, on va dire, au médical et à la blessure, à quel moment les physios, les kinés, on doit orienter un athlète blessé vers une prise en charge psychologique, on va dire, ou de prépa mentale en fonction de ce qu'il recherche. Tu vois, à quel moment on se dit, ouais, ben là, ça c'est de mon ressort, on va dire, ben, son croisé rompu, voilà, on en est là, ça évolue bien, mais là, ce qu'il me dit, je sens qu'il y a quelque chose qui peut sortir, mais que je sais pas gérer. À quel moment je me dis, c'est plus de mon ressort, il faut que je l'oriente, et à qui je peux l'adresser, en fait? En fait, je pense que les kinés, vous êtes quand même très bons. Enfin, vous avez un côté psy aussi, dans le sens où les athlètes vous parlent beaucoup.
Et du coup, si tu commences à sentir qu'il y a un peu d'anxiété, qu'il y a moins de motivation, que des fois, il y a des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, tu vois, des choses comme ça. Au final, on est sur des indicateurs qui peuvent te permettre de dire, OK, là, il y a peut-être besoin d'une prise en charge. Et puis le côté aussi contextuel. Tu vois, une fameuse, j'ai une athlète, je l'ai eue, elle s'est fait 3 fois les croisés. Du même côté? 2 fois du même côté et Ouais. une fois l'autre. Putain. Donc voilà, autant dire que là, tu sais que ça a été long, ça a été dur, et le travail psy va suivre son cours, quoi. Donc le contexte joue aussi. Carrément. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu jongles sur ta semaine entre l'INSEP et on va dire tes actions et ton travail en entreprise ou le libéral? Alors en fait, je suis à temps plein à l'INSEP, voire un gros temps plein. Ouais. Donc ça me prend beaucoup de temps parce que là, j'ai fait le bilan avec mes chefs. À l'heure actuelle, je suis à plus de 50 athlètes suivis, plus des entraîneurs et des équipes de France. Donc tu vois, entre les suivis qui commencent ou qui s'arrêtent aussi, parce que tu en as certains là, ils vont plus avoir d'enjeu jusqu'à cet été, mais il y a quand même des nouvelles prises en charge. Ça en fait un paquet d'athlètes suivis sur l'année. Je gère le réseau national des psychologues, préparateurs mentaux et coachs sur tout le Grand INSEP, les CREPS, etc. Donc ça me prend beaucoup de temps pour coordonner ça, parce qu'on travaille sur différentes thématiques pour développer justement les habiletés mentales des athlètes, la formation initiale et continue des entraîneurs, la fameuse analyse de pratique. Tu me posais la question sur l'intervision, donc ces éléments-là. Et je suis aussi là en novembre, on va organiser un gros colloque international. Et en fait, c'est moi qui gère toute la partie psy sur les intervenants internationaux qu'on invite, le lien avec eux, les thématiques, etc. Donc ça prend énormément de temps. Puis il y a plein d'autres missions. Donc du coup, en ce moment, c'est très prenant. Et donc j'ai une petite activité aussi en parallèle en libéral parce que j'ai demandé autorisation à l'INSEP de pouvoir continuer là-dessus et continuer à développer ma clinique aussi pour pas être des fois que sur la performance mais aussi sur l'aspect clinique. Et donc après il peut y avoir en effet des personnes en Indive, il peut y avoir je travaille un peu aussi avec le club d'Ivry. Mais tu vois, c'est sur quelques actions pour développer la cohésion d'équipe. Et justement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour qu'ils soient autonomes et déjà plus efficaces sur la démarche. Ou les actions en entreprise, là, à court terme, c'est un peu plus chargé. D'accord. Bon, en tout cas, c'est top parce que c'est vrai que c'est fastidieux, mais ça a l'air hyper intéressant. Et on parlait, il y a un truc aussi que je voulais aborder avec toi. La relation entre guillemets des femmes à la performance et à la réussite. Parce que c'est quelque chose, on l'avait un peu abordé avec Maëlys Bonin, qui est une ancienne internationale de rugby, qui est prépa mentale sur Montpellier. C'est l'épisode 6, si je ne m'abuse. Est-ce que toi, tu retrouves ça aussi dans le sport d'élite? Est-ce que les femmes, à ce niveau-là, tu vois, de compétences extrêmes, est-ce qu'elles ont aussi du mal à se situer et voilà, à prendre la lumière et la réussite ou pas du tout? C'est une bonne question. Je pense que t'en as quand même un certain nombre à très haut niveau qui travaillent sur leur image aussi. Et tu vois, l'indicateur, c'est ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, les posts, même les photos. T'en as certaines qui sont très en accord avec leur réussite et voilà, qui très en confiance aussi. Beaucoup plus, je pense, que peut-être il y a quelques générations, ça c'est sûr. Et notre société évoluant là-dessus, je pense que on est de plus en plus OK par rapport, on va dire, au fait d'assumer nos réussites. Après, pareil aussi, d'un point de vue culturel, j'avais vu des études là-dessus et j'en avais parlé avec certains collègues. On va davantage, comment dire,
mettre en lumière les garçons, des fois à l'école, sur certains aspects. Là, je pense par exemple aux jeunes qui sont à haut potentiel, donc ceux qui ont un QI HP, plus développé que la moyenne. En fait, les garçons sont beaucoup plus vite identifiés parce que justement, vu qu'il y a plus de, plus de facilité à prendre la parole et c'est un petit peu plus autorisé de se montrer, de s'affirmer, etc. en tant que garçon, on les identifie beaucoup plus vite. Alors que un certain nombre de filles où on n'identifie pas qu'elles sont à haut potentiel parce que plus discrètes, parce que à moins osé et parce que l'éducation fait que c'est encore un petit peu plus timoré. Tu vois, c'est pas pour faire des clivages et dire c'est bien ou c'est pas bien, mais ça existe. Et ça existe. Et du coup, tu vois vraiment cette population au potentiel. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de l'éducation au sens large qui, comment ça s'organise à notre époque. Et je pense que ça a bien évolué. Ouais, et ça a bien évolué, mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Enfin, on va pas entrer sur un débat là-dessus, mais rien qu'avoir l'écart de salaire qu'il y a entre les hommes et les femmes. Déjà, quand tu vois ça, moi, en tant qu'homme, au début, je réfléchissais pas trop, tu vois. Enfin, ça me choquait pas. Je me dis, bah, ça a toujours été comme ça. Il y a peut-être des raisons que j'ignore. Puis après, je me suis dit, attends, mais ça veut dire que moi, ma mère, par rapport à un homme qui a les mêmes compétences qu'elle, et en fait, elle sera, quoi qu'il arrive, payée moins. Et je dis, mais ça vaut aussi pour ma femme. Et le jour où j'aurai des gamines, ça vaudra aussi pour elles. À compétences égales, elles seront toujours payées moins. Mais au final, pourquoi? Enfin, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'il faut que ça reste comme ça. Et je pense que tout le monde a sa part, entre guillemets, à faire et à prendre là-dedans, quoi. Exactement. Et je pense que il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin là-dessus, mais même, tu vois, le sport masculin est beaucoup plus regardé et plus facilement mis en lumière que le sport féminin. Tu regardes le foot féminin, on commence à regarder, mais depuis quoi? Depuis Ça fait quelques années. ouais, ça fait peut-être 2 ans. Et t'as plein de sports, c'est pareil. Et idem j'en parlais avec une athlète semaine dernière. Tout ce qui est paralympique, on peu mis en lumière les compétitions. Si tu veux regarder les résultats, t'as intérêt à être bon sur ta recherche Google parce que c'est pas forcément justement apprécié à sa juste valeur et mis en lumière à sa juste valeur. Donc du coup, t'as quand même des... Une gradation. Exactement. C'est dommage. Mais ouais, tu as raison, je pense que c'est en train d'évoluer, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de chemin à faire là-dessus, c'est clair. Anaëlle, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours ou même avant? On m'a déjà posé la question. Je trouve que c'est compliqué à dire. Il y a une personne que j'avais beaucoup appréciée dans mon parcours et j'en avais déjà parlé, c'est Yannick Noah. D'avoir travaillé avec lui, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il a une personnalité, une expérience et énormément de compétences différentes. Et c'est un meneur d'hommes incroyable. Voilà, qui je pense a une vision avant-gardiste sur l'aspect mental justement et psy qui est hyper intéressante. Après, tu vois, dans ma discipline, pas forcément. Quand j'étais jeune, j'aimais bien Zizou parce que je trouvais qu'il jouait super bien au foot et il y avait plein d'émotions quand tu regardais jouer, notamment tous ceux de 98. Mais voilà, j'en ai pas particulièrement. D'accord, pas de souci. Et au niveau des livres, alors que ce soit dans le sport, la performance, le leadership ou autre chose, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué et que tu relis encore actuellement? Alors actuellement, justement, c'est dur pour moi de lire. J'ai pas assez de temps et j'aimerais beaucoup. J'ai une bibliothèque qui est énorme. Et pour tout te dire, j'en lis 3 ou 4 en même temps. Parce que du coup, ça me permet de piocher mes envies. Je vais sur un chapitre, après je vais sur un autre. Là, je suis sur un livre de Christophe André, tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, qui est génial. Parce que je trouve qu'il a une approche très pédagogique, très terrain aussi.
Et je le conseille à certaines personnes que j'accompagne parce que voilà, je trouve que tu as des petites choses intéressantes pour mieux comprendre ton fonctionnement individuel, celui des autres et comment faire évoluer les choses. J'avais lu La sagesse du psychopathe il y a quelques temps, que j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça donne une autre approche que pourrait être la psychopathie en positif ou en moins positif selon les métiers, selon voilà, la société. Et je lis tout ce qui est aussi en lien avec l'analyse transactionnelle, les thérapies ACT, mais voilà, on est sur des bouquins très psycho. Ouais, carrément. Et tu arrives à, justement, avec ces 3-4, est-ce que des fois, on va dire, tu mets dans ces 3-4 un peu plus, je sais pas, thriller, polar, un peu plus plaisir et pas forcément dans un but d'apprentissage? En fait, l'une de mes qualités, mais certains proches me disent t'arrêtes jamais, j'ai besoin de me stimuler intellectuellement. Tu vois, on parlait de motivation intrinsèque. Quand je lis, j'aime les romans, ça m'ennuie plus et j'ai envie d'apprendre des choses. Donc c'est pour ça que j'ai plein de bouquins différents et qu'il y a des fois où je sais qu'il y a des bouquins qui vont me demander beaucoup de concentration. Donc je vais pas forcément les lire si je suis fatiguée. D'autres où je trouve ça un petit peu plus ludique et ça se lit, c'est moins scientifique, ça se lit plus facilement et donc je vais prendre quelques chapitres et voilà, je vais lire. Si j'ai l'impression que j'ai fait le tour sur le bouquin, je le termine pas et ça m'arrive de pas terminer les livres et juste d'aller piocher. Et même quand je regarde des films, je regarde en anglais, sous-titré anglais, parce que je me dis ça fait progresser en anglais. Et qu'en français, voilà. Donc je suis un peu particulière là-dessus. Non, c'est intéressant. Et alors, Anaëlle, pour terminer, est-ce qu'il y a une adresse mail ou des réseaux sur lesquels tu es la plus active et où on peut te joindre si on a des questions à te poser? Alors, j'ai mon site internet, prépamental.fr, où justement il y a beaucoup de choses et même j'ai partagé pas mal d'articles, quelques vidéos ou même d'autres podcasts que j'ai pu faire pour tous les gens qui ont des questions et qui veulent en savoir un peu plus. Donc voilà, sur mon site prépamental.fr et puis après je suis aussi sur LinkedIn et sur Instagram. Et donc sur Instagram, je partage des fois quelques petites vidéos et ça me permet aussi moi de suivre ce que les athlètes font en fait au quotidien et de savoir un peu sur les résultats, où ils en sont, etc. Et ce qu'ils mettent en place tout ce que tu as travaillé avec eux aussi. Ça donne quelques billes, mais le mieux c'est quand même de les voir et de faire l'entretien de débrief. Parfait, tu as raison. Bon, Anaëlle, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur No Minutes ou Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.